entre la santé des personnes, la qualité de leur logement et l'endroit où elles habitent. Donc, pour nous, là, agir sur le logement, c'est vraiment un levier important pour améliorer l'état de santé physique et mentale des personnes, mais aussi pour améliorer le bien-être des communautés dans son ensemble. Donc, je vais vous présenter différents aspects du logement qui influencent la santé pour la suite des choses. Là, je vais commencer par les aspects qui sont les mieux documentés à travers les décennies, donc la qualité, la sécurité. Évidemment, un logement qui est de faible qualité, c'est un logement qui est vétuste, qui est peut-être insalubre, où est-ce qu'on retrouve des moisissures, de l'humidité, une mauvaise ventilation. Et tout ça peut causer certaines pathologies cardio-respiratoires. On a aussi établi des liens avec la santé mentale, là, des impacts négatifs sur la santé mentale. C'est un peu la même chose pour la sécurité. Un logement qui n'est pas sécuritaire, c'est un logement qui demande des rénovations et dans lequel va survenir plus de traumatismes non intentionnels. Mine de rien, les chutes constituent la première raison d'hospitalisation et de mortalité découlant d'un traumatisme non intentionnel. Si on pense aux personnes âgées, c'est 30 d'entre elles qui vont subir au moins une chute par année, puis la majeure partie ici surviennent au domicile. Donc, la sécurité, c'est vraiment un aspect majeur. L'abordabilité, d'une part, c'est reconnu maintenant là, que l'incapacité à payer son hypothèque ou son loyer, c'est source d'anxiété et de dépression, mais il y a aussi tout plein d'impacts, d'autre part, sur la santé mentale et physique qui sont indirects parce que le logement étant un poste budgétaire fixe, si la proportion du revenu qu'on y alloue est trop importante, ça laisse très peu de sommes pour d'autres besoins qui sont essentiels comme se nourrir, se soigner, se déplacer. On a d'ailleurs établi souvent le lien entre inabordabilité et insécurité alimentaire. Hein. Souvent, à la fin du mois, on voit que le panier d'épicerie va être négligé. Donc, tout ça amène les ménages à aller vivre dans des logements que leur budget peut leur permettre. Et puis, finalement, c'est souvent des logements qui ne sont pas vraiment adéquats pour eux, donc qui vont être soit insalubres, soit de trop petite taille, ou soit encore localisés dans des quartiers qui sont mal desservis en termes d'infrastructures et de services. Et ça, en soi, ça a des impacts sur la santé. Là. Puis ça peut mener à de l'instabilité résidentielle ou même l'itinérance. Donc, l'instabilité résidentielle, là, ça se traduit par toutes sortes de situations comme payer plus que 50 du revenu du ménage au logement ou avoir à déménager souvent, vivre en état de surpeuplement, vivre des itinérances cachées. Fait que, en santé, là, autant la stabilité résidentielle, c'est associé à de la prévention, à la protection, autant l'instabilité résidentielle est associée à tout plein d'outcomes de santé négatifs, dont un risque accru de mortalité, peu importe la cause. Ça a vraiment des impacts aussi importants là, sur le développement des enfants et ça jusque tard dans la vie. Là, on a fait des associations avec des troubles de santé mentale. Puis on l'a vu en temps de pandémie, l'instabilité résidentielle, c'était un enjeu parce que si on parle de surpeuplement, si on parle de déménagement fréquent, ça peut devenir là, de la multiplication des canaux de transmission de l'infection. L'accès, en fait, le non-accès là, qui proviennent de la question d'abordabilité dont on a parlé plus tôt ou d'autres pratiques discriminatoires, là, le résultat est un peu le même, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir accès ou un accès adéquat, on va se retrouver dans des situations de mal logement. Donc, encore une fois, logement insalubre, logement mal situé, etc. Là. Donc, ça a des impacts indirects sur la santé physique et mentale. On a eu beaucoup trop d'exemples dans la pandémie de personnes en situation d'itinérance qui nous ont, dans le fond, illustré à quel point l'accès à un logement, ça peut être vital. Enfin, la localisation, la présence ou l'absence d'infrastructures et de services et la configuration de la trame urbaine à proximité du logement ont des effets sur la santé des résidents. Par exemple, si on est dans un quartier où est-ce qu'il y a des infrastructures cyclables, piétonnes, des espaces verts, des parcs, les gens vont être plus portés à faire de l'activité physique. Donc, il va y avoir une moins grande prévalence des maladies chroniques, moins d'obésité, probablement de meilleure santé mentale à cause des parcs et des espaces verts. Et en contrepartie, si on est dans un quartier près d'une zone industrielle ou près d'un grand axe routier,
on est plus exposé à du bruit, à une mauvaise qualité de l'air, à du trafic, donc plus grand risque là, de maladies chroniques, de traumatismes routiers, de maladies respiratoires, etc. Puis on l'a vu aussi dans la pandémie, la localisation, là, ça venait vraiment toucher la capacité des gens de se faire dépister, la capacité des gens à aller se faire soigner puis à s'isoler. Donc, malheureusement, tous les outcomes de santé, là, leur fréquence là, tend à augmenter les outcomes négatifs dont je parle au fur et à mesure que les revenus des personnes diminuent. Donc, c'est vraiment les groupes de population les plus défavorisés économiquement et socialement qui vont vivre le plus de situations de mal-logement. Et c'est cette association-là entre logement et santé qui se traduit par ce qu'on appelle des inégalités sociales de santé. Donc, c'est avec tout ça en tête qu'on est arrivé en pandémie. Et là, on a rapidement vu que le logement était au cœur de la stratégie de lutte contre la COVID. Les mesures sanitaires ont fait du logement le lieu refuge par excellence. On disait aux gens, restez chez vous. C'est comme ça que vous allez mieux protéger votre santé. C'est aussi comme ça que vous allez protéger la santé des plus vulnérables de notre société. Et je pense que d'un point de vue maladies infectieuses, ça a été une stratégie qui a été bien fructueuse. Néanmoins, il faut quand même voir l'autre côté de la médaille puis dire que pour les gens qui étaient mal logés, le logement pouvait devenir une source d'inégalité produite ou intensifiée par les mesures sanitaires et possiblement un vecteur de transmission pour l'infection. Alors, sûrement, vous avez dû le voir, l'Institut national de santé publique du Québec a été mis à contribution sur plusieurs fronts dans ce beaucoup trop long métrage qui est la COVID-19. C'était notre volonté de fournir des pistes d'action fondées sur les connaissances scientifiques existantes pour créer et maintenir des environnements favorables à la santé et donc au respect et à l'application des mesures de distanciation sociale par la population. Et c'est dans ce cadre-là que la pertinence de la rédaction de ce document nous est apparue. On a proposé un texte dont les objectifs seraient de rappeler l'importance du logement comme déterminant de la santé, illustrer comment la crise a exacerbé les inégalités sociales de santé en matière de logement, puis finalement de décrire des stratégies pour améliorer à court et à moyen terme les conditions de logement et du même souffle réduire les inégalités sociales de santé. Donc, on était là, évidemment, dans un contexte de crise, un contexte de réponse rapide. Donc, il y a eu plusieurs approches méthodologiques qui ont été mises de l'avant à l'Institut pour nous permettre de rendre la science disponible en temps opportun. Nous, on a choisi de faire une synthèse des connaissances rapides. Donc, la synthèse de connaissances rapides, ce modèle-là vise à faire un état des connaissances disponibles au moment de la rédaction. Donc, on n'est pas du tout dans la recommandation, là. On s'est basé sur les connaissances issues d'une recherche rapide de littérature et sur l'analyse sommaire et non exhaustive des écrits scientifiques, incluant les articles en prépublication. Donc, on a fait, c'est ça, une recherche documentaire dans 2 bases de données, EBSCO, Ovid, autour de 3 concepts, COVID-19, mesures de confinement et logement. On a aussi fait une consultation rapide de la littérature grise. Et là, je dois vous dire qu'on a eu 10 jours en tout et pour tout là, pour faire la recherche, écrire, réviser. Là, donc, c'est sûr que pour la littérature grise, on aurait souhaité avoir un peu plus. Puis finalement, ce modèle méthodologique-là nous appelait à utiliser une grille pour évaluer le niveau d'appui des stratégies présentées. La grille se collait, dans le fond, au devis des études qu'on consultait. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'on arrive avec des stratégies qui cotent des fois forts, puis d'autres fois plus modérés. Là. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ne sont pas efficaces, mais ça, c'est peut-être des nuances méthodologiques sur lesquelles on pourrait revenir après la présentation dans la période de questions. Pour l'instant, je pense que je vais céder la parole à ma collègue Joséphina. Donc, merci, Maud Emmanuel. Bonjour tout le monde. Donc, pour rentrer directement sur la question de l'impact de la qualité du logement en temps de pandémie, nous avons identifié 2 manières dont le logement peut potentiellement affecter la santé des personnes durant la crise. Donc, d'un côté,
on retrouve le logement comme vecteur de transmission du virus, donc où certaines conditions d'habitation sont associées à une plus grande transmission. Et d'autre part, il y a aussi le logement comme facteur aggravant des effets des mesures sanitaires. Donc ici, les mesures sanitaires vont accroître l'incidence sur la santé des conditions d'habitation. Donc, prochaine diapo, s'il te plaît. Un des premiers éléments qui a été observé, c'est la question de la taille du ménage, donc la quantité de personnes au centre de logement qui a été associée à un risque plus élevé de contagion. Donc, lorsqu'il y a plus de personnes, évidemment, il y a moins de possibilités de s'isoler lorsqu'un membre est atteint, mais aussi lorsqu'il y a plus de personnes, il y a un plus grand nombre de contacts potentiels. Il a été étudié, par exemple, le cas des ménages intergénérationnels où le risque d'exposition est plus important en raison de la cohabitation des personnes âgées, par exemple, avec des jeunes ou des personnes plus jeunes. Et par exemple, au Québec, il a été reporté que le taux de mortalité des personnes qui habitent dans un logement de plus de 5 personnes a été plus élevé que celui des personnes qui appartenaient à un ménage d'une seule personne. Donc, dans une perspective d'analyse des inégalités sociales, évidemment, la question qui nous vient immédiatement à l'esprit est de savoir quelles sont les caractéristiques socio-économiques des groupes de population qui sont plus à risque d'habiter dans un logement surpeuplé, mais également où sont localisés ces logements. Et je pense que les deux présentations précédentes, celle de Chloé Reiser et de Jill Hanley, nous ont quand même avancé quelques réponses à ce sujet-là. Par ailleurs, le type de logement semble aussi avoir un impact sur le risque de transmission. Il y a par exemple, il y a une étude qui dit que les personnes qui habitaient dans une tour d'habitation affichaient des taux de mortalité plus élevés que celles qui vivaient dans une maison unifamiliale. Il y a plusieurs façons d'expliquer ça, où on pourrait penser à différentes façons. Il y a par exemple la question de l'existence d'aires communes au sein de l'immeuble de logement multiple, par exemple, qui augmenterait la fréquence de contact étroit avec d'autres personnes. Prochaine diapo, s'il te plaît. D'autre part, le logement peut devenir un facteur aggravant des effets des mesures sanitaires. Donc, le confinement, par exemple, peut entraîner une exposition plus prolongée aux mauvaises conditions de logement, ce qui peut évidemment affecter la santé physique et mentale des personnes, comme Maud Emmanuel l'a expliqué, très bien expliqué au début de la présentation. Donc, lorsqu'on passe davantage de temps chez soi, les impacts sur la santé peuvent s'aggraver. Donc, on pense ici au risque de problèmes respiratoires dans des logements insalubres, mais aussi au risque plus élevé de développer des épisodes de détresse psychologique ou d'être plus exposé à la violence lorsque les logements sont plus petits, ou encore d'avoir des habitudes de vie moins favorables lorsque le quartier de résidence offre comme peu d'opportunités pour la pratique d'activités physiques ou l'accès à une alimentation saine et plus restreint, par exemple. Donc, dans ce cas-là, le fait d'habiter dans un logement insalubre, trop petit ou localisé dans un quartier moins salutaire durant la pandémie contribue encore plus à accentuer les inégalités sociales de santé. Ici, de nouveau, on se pose la question sur les caractéristiques des ménages qui sont plus à risque d'habiter dans des mauvaises conditions d'habitation et sur la localisation des quartiers qui sont moins favorables à la santé. Prochaine diapo. Ah, parfait. Non, c'est parfait. Un autre point important à mentionner ici, c'est la question de l'abordabilité qui semble s'être aggravée durant la pandémie. C'est un point aussi qui a été soulevé dans une des présentations précédentes. Donc, il y a certains marchés locatifs qui ont commencé quand même à se resserrer bien avant la pandémie, mais il ne reste qu'en 2020, les ménages avec moins de ressources financières ont eu plus de difficultés à se trouver un logement abordable. Dans le Grand Montréal, notamment en 2020, il y a eu la plus forte hausse de loyer moyen depuis 2003. Le taux d'une occupation des logements occupés par les ménages du premier quintile de revenus était plus bas, donc 1,6 % que celui des ménages du quintile le plus élevé, du quintile 5, qui était de 7,4 %. Et aussi, par exemple,
les logements nouvellement disponibles à la location, ils étaient bien plus chers que ceux déjà occupés. Je pense qu'il y a un écart de 36% sur l'île de Montréal. D'autre part, les interruptions de travail prolongées et les pertes Zéphina, oui. Ça fait 15 minutes que vous parlez. Parfait, merci. Les pertes d'emploi ont affecté les revenus de certains, notamment des jeunes et des travailleurs des secteurs les plus affectés. Donc, les revenus variables combinés avec la hausse de loyer ont pu affecter la capacité des ménages à répondre à d'autres besoins essentiels, dont la question de l'alimentation et accroître le risque de se retrouver dans une situation d'insécurité alimentaire. Par ailleurs, le manque chronique de logements abordables peut aussi se traduire dans une hausse de l'instabilité résidentielle. Et de plus, dans ce contexte qui est financièrement plus difficile pour les locataires, et il est encore plus difficile pour les locataires qui sont plus vulnérables et ont des moyens financiers défavorisés, ce qui les expose davantage à une dégradation de leur état de santé mentale. Donc, c'est suite à cet ensemble de constats que nous sommes allés examiner les stratégies à mettre en œuvre pour améliorer l'accès à un logement à la fois abordable et de qualité. Et nous avons identifié des stratégies à différentes temporalités. Donc, à court terme, on pense surtout à offrir une aide d'urgence aux ménages en situation précaire pour favoriser la stabilité résidentielle dans une période de crise. Donc, alléger et reporter les contraintes économiques, minimiser les ordres d'éviction. À moyen terme, il y a la question de l'offre de logements sains, sécurité et abordables. Ici, on pense surtout pour assurer un accès universel à des logements sains, mettre en place un cadre politico-légal en matière de logement sain et sécuritaire, diversifier l'offre de logement, mais également réinvestir dans le logement social. Et plus à long terme, il y a la question d'aménager des milieux de vie complets en milieu urbain et rural pour encourager le développement d'habitudes de vie favorables à la santé. Donc, on pense au transport actif et collectif, la mixité d'usage, etc. Donc, pour conclure cette présentation, en fait, nos analyses nous mènent à dire que la crise sanitaire nous rappelle l'existence d'inégalités sociales dans plusieurs secteurs et celui du logement n'a pas fait exception. Les inégalités associées au logement ont à leur tour contribué à exacerber les inégalités sociales de santé. Et nous avons aussi corroboré que les caractéristiques du logement et celles de son environnement ont non seulement une influence sur les conditions de vie, mais aussi sur la prévention des maladies et sur la capacité à s'en protéger. Puis pour finir, il nous semble quand même important de reconnaître que les répercussions de la pandémie liées au logement auront aussi des effets sur le long terme, sur la santé. Et c'est un peu dans ce sens-là et dans une perspective d'aide à la décision en santé publique qu'on trouve que le document nous invite à nous interroger sur d'autres enjeux pour approfondir les connaissances sur l'accès au logement à la santé. On parle ici des barrières d'accès au logement, par exemple, les caractéristiques du parc immobilier et leur lien avec la santé, les besoins de la population en termes d'habitation. La question des normes sociales nous semblait aussi importante, tout ce qui entoure les valeurs, les croyances et les comportements liés à l'habitat. Les différentes formules d'habitat et leurs modalités d'implantation au Québec et finalement la question d'étendre les études pour inclure également le contexte rural. Donc, je vous remercie. On vous remercie beaucoup. Puis, si vous avez des questions, on est disponible. Merci beaucoup à vous deux. C'était fort intéressant. Je vois tout de suite qu'il y a une main qui s'est levée. Anne Boulay. Oui, oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Je la trouve très parlante et en lien avec des dossiers que je porte. Je me questionne quand même parce que vous avez dit que les habitations à plusieurs portes, ça augmente le taux de transmission. Puis un de nos principes, dans le fond, c'est de faire de la densification puis éviter l'étalement urbain dans la planification du territoire.